Martineau. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Mon cher Félix, tu veux me parler de l'ostrogoth en chef, mais avant, tu as lu ça aujourd'hui dans la page 14 du Journal de Montréal. La bière et le vin seront gratuits dans les vols d'Air Canada à destination des États-Unis jusqu'à la fin de l'année. Quelle bonne idée! Bar open dans un avion. Hein? Alors, c'est ça qu'on avait besoin, je trouve, plus de passagers complètement paf d'un avion. Non, mais en même temps, de cette nouvelle, j'en tire une certaine réjouissance parce que quand tu fais maintenant du court courrier là, dans le monde de l'aviation, il y a juste pas de service dans l'avion. Tu sais, on te ramasse un sac de bretzel par la tête, t'es mieux de te tasser si tu veux pas te faire assommer, puis mange, puis go. Tu sais, moi, je t'ai sûrement connu l'époque aussi où sur un vol, je sais pas, moi, Montréal, Fort Lauderdale, pour prendre un endroit connu des Québécois, là, tu avais un repas, là, tu mangeais. Puis, bon, mais là, je veux dire, c'est plus ça dans ces distances-là. Alors, moi, ça fait bien mon affaire. Je trouve que, bon, c'est juste que là, ceux maintenant qui veulent en abuser, c'est ça, toi, c'est parce que t'es capable de te contrôler, mais tu sais qu'il y en a, là, depuis, tu prends l'avion souvent, beaucoup pour tes reportages. Ouais. Tu le sais qu'il y a des gens qui boivent beaucoup en avion, puis qui sont vraiment turbulents, puis insupportable. Ouais, j'en ai. J'en ai rencontré quelques-uns. Je dois dire que moi, je suis pas aussi le passager là, le plus sympathique en avion. Moi, en avion, si tu t'assois à côté de moi en pensant que tu vas me jaser sur un vol Montréal-Londres, c'est non. Alors, il y a un moment donné, je vais te raconter une anecdote parce que parfois, quand on fait justement pour le travail, surtout, c'est des déplacements à l'étranger, on va être appelé à voler un vol de nuit vers, exemple, l'Europe, puis travailler le matin déjà quand on arrive. Donc, il faut arriver un peu reposé, etc. Donc, pour contrer le décalage, parfois, j'ai des somnifères que je vais utiliser en avion. Et puis, il y a un moment donné, il y a un homme de Lyon qui était on était sur le même vol, donc Montréal-Lyon. Et puis, écoute, mais il me parlait. Ça, c'est fatigant. Puis là, j'essayais de m'endormir. Puis là, il étudiait à un moment donné. Sur le bras. Je lui ai dit, écoutez, j'ai dit, je parle pas beaucoup en avion parce qu'il faut que je me repose. Donc, en tout cas, je suis content de vous avoir rencontré, puis j'aurais d'avoir fait votre connaissance. Bon vol, on se reparle à l'atterrissage. Là, il y avait des questions encore à me poser sur ce que je faisais dans la vie. Puis j'ai dit, savez-vous ce que je fais, moi, dans l'avion pour dormir? Je prends un petit attivant, vous voyez. Oui. Puis, un petit attivant, un petit scotch, boum, parfait. Fin des émissions, jusqu'à l'autre côté de l'Atlantique. Puis, ça vous tente-tu d'essayer? Là, monsieur, il était tout content. Il dit, oui, je vais essayer ça. Il n'avait jamais pris ça de sa vie. Donc, j'ai dit, prenez-vous un scotch, monsieur, prenez-vous un attivant. Écoute, en rendu l'autre côté, l'hôtesse, le poquet, comme on dit, le brassait pour qu'il se réveille. Il était complètement paf. Ça a été un des plus beaux vols de ma vie. T'es un petit vlimeux, toi. Écoute, je te pose une question sur les vols rapidement, là, parce qu'on est sur le sujet. Ouais. Serais-tu prêt, toi, à payer un petit supplément pour un vol sans enfant? Oui, As-tu déjà fait un vol avec des bébés qui crient tout le long? Tout le long, en arrière de toi, là. Que j'en ai fait. Écoute, j'en ai fait plusieurs. Et, tu sais, on a tous été dans la situation, en tout cas, pas tous, là, mais tu as été dans la situation, j'ai été dans la situation où on était ceux qui avaient l'enfant. Hein? Ceux qui embarquaient dans l'avion, les enfants, puis moi, j'ai été chanceux, mais mes enfants pleuraient pas tant. Puis, c'est fou, hein, la réaction que tu as quand ça se passe, parce que t'es vraiment partageant le sentiment et que j'ai de la compassion. Oui. Je le sais que c'est pas facile. Oui. Puis l'autre sentiment, c'est non, on va-tu me crisser patience? Faut que je dorme. Tu sais, moi, c'est ça qui m'habite. Puis à un moment donné,
Quand c'est pour les vacances, quand c'est pour le plaisir, c'est une chose. Mais quand c'est pour le travail, Ben oui. là, moi, des fois, ça m'est arrivé de le dire aux agents de bord en disant, regardez, moi, je travaille demain. Pour telle raison, Moi, là, je peux pas suis me faire broyer dans sûr les que oreilles ça pendant le temps. fonctionnerait. Il y a des tout inclus pour adultes seulement. Je suis convaincu que ça fonctionne. Je sais pas si c'est un modèle d'affaires qui serait intéressant pour les compagnies aériennes, mais d'avoir des vols sans enfants ou sans jeunes enfants, en tout cas. Hey, Là. moi, j'ai fait Doha, Toronto, avec un enfant assis au milieu, papa à côté, enfant au milieu, filou à gauche, qui n'a pas arrêté de pleurer pendant 10 heures. Je suis arrivé à Toronto, j'ai appelé ma blonde pour dire que je suis arrivé, je braillais de fatigue tellement j'étais tanné. Non, je te dis, là, parle-moi pas là-dessus. J'en ai des anecdotes là, à te raconter là, pour J'adore 8 ça. chroniques, si tu veux. Bon, ben écoute, parlons justement, ça nous amène à l'ostrogoth en chef. Hein, justement, ben oui, puisqu'on est dans le milieu de l'aviation, celui qui est connu pour être à l'origine du party à bord de l'avion Sunwing en 2022, là, quand il est allé passer le jour de l'an au Mexique, vient de vendre l'immeuble qui abrite sa compagnie, donc James William Awad. Il a fait beaucoup de profits avec ça. Je vais te parler un peu des profits qu'il a fait, mais je vais revenir sur les sondes d'ombre de James William Awad parce que c'est ça qui est intéressant. Tu sais qu'il avait fondé une entreprise qui s'appelait Triple One. Il disait que c'était la première entreprise décentralisée au monde, chez qui tout le monde peut construire sa marque de commerce. On n'a jamais compris c'était quoi le concept de l'entreprise, mais ce qu'on sait, c'est qu'elle avait un siège social dans l'arrondissement Saint-Laurent, près là, du développement là, qualifié là, de sciences et vie. Là, et il y a des sièges sociaux assez connus, comme celui de Canon, comme des pharmaceutiques aussi qui sont dans le même coin. Alors, là, il a vendu, lui, cet immense immeuble. Moi, on était entré dans cet immeuble-là, je me suis dit, mais je peux pas comprendre. Je dis, qu'est-ce qui se passe dans cet immeuble-là? Est-ce que Il y a Félix, beaucoup trop grand d'espace. est-ce qu'il y avait une statue de lui dans l'immeuble? Non, il y en avait une chez eux, par exemple, à Terrebonne. Oui, devant chez lui, il y a des statues de lui. Ouais, Okay. ouais. Chez lui, il y a des statues de lui. En tout cas, moi, j'en ai pas vu dans son établissement. Je sais qu'il y avait les drapeaux d'à peu près toute la planète là, quand il s'est présenté pour sa conférence de presse en disant qu'il voulait peut-être se présenter aux prochaines élections. Mais il a vendu ça 6,5 millions. Ça a été acheté par une société de portefeuille, Michael Perlstein et Gianfranco Panarello. Il a fait beaucoup de profit parce que, tu vois, l'évaluation municipale de 2021 estimait que le bâtiment valait 3,7 millions de dollars. Ce qui est curieux, pas ce qui est curieux, mais ce qui est encore inexpliqué. Pas curieux, inexpliqué, c'est que, je te l'ai dit, Triple One, on ne sait pas encore ce que ça fait. La première entreprise décentralisée au monde, on ne sait pas ce que ça fait. On ne sait toujours pas comment, avec Triple One, qui n'est pas en faillite, qui a acquitté tout ce qu'elle doit acquitter en matière fiscale et tout ça, donc une entreprise dûment enregistrée. On ne sait pas comment James William a pu acheter cet immeuble-là. Tu comprends? Pour une entreprise qu'on ne connaît pas du tout, c'est 31 000 pieds carrés. Cette affaire-là, il y avait 31 ans quand il l'a acheté, avec une compagnie constituée au Delaware. Donc, c'est ça. Juste à dire que le mystère plane toujours sur comment M. Awad a fait sa fortune. Écoute, il n'est pas à la veille de faire faillite, de déclarer faillite. Ces choses vont bien quand même, le 6,5 millions. Écoute, une autre histoire en terminant, une histoire de trahison qui se solde par un assassinat. Ouais, je veux juste vous conseiller d'aller lire ça. Là, on n'a pas beaucoup de temps, mais je vais vous faire, une accroche, si l'on veut, là, qui va peut-être vous amener à vous pencher sur l'article du New York Times aujourd'hui, qui est, ma foi, d'abord est très bien écrit. C'est Matthew Horsmet qui l'a écrit. C'est vraiment un journaliste qui connaît son affaire puis qui couvre le monde des gangs. Puis on sait évidemment que à Los Angeles, puis en Californie, les gangs pullulent, les cartels aussi. Il va nous parler de l'histoire de Eduardo Eddie Boy Castro. OK? Eduardo Castro, en fait, là, c'est un gars de 59 ans qui a été abattu récemment, puis qui frayait avec la mafia mexicaine. Mais Castro avait surtout un frère, OK? Qui avait, lui, porté un mouchard sur lui, un micro pendant des années à la demande des autorités pour épier
les mouvements des cartels, puis les enjeux aussi, documenter les enjeux qui, entre cartels différents, là, faisaient en sorte qu'il y avait une opposition à Los Angeles et des violences entre ces cartels-ci. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette histoire-là, le souligne le journaliste, est un peu similaire au Parrain. Je ne sais pas si tu te rappelles de la scène quand l'indicateur Frank Petangeli dans le Parrain 2 Mais oui. se déroule. Bon, ben tu vois, c'est une trahison entre frères. Alors là, le frère a été obligé de tuer son propre frère. C'est lui qui est décédé. Exactement. Alors, tu vois, ça fait une histoire qui est similaire un peu, en tout cas, à cette scène-là du Parrain. Mais qui a tué qui? Là, le gars qui avait le micro a tué son frère qui était le gangster, ou l'inverse, c'est le gangster qui a tué son frère qui était un formateur? Non, c'est ça. On lui a demandé de tuer son frère, mais il n'a pas voulu tuer son frère. Donc, notre ami Eddie Boy, pour ne pas avoir voulu faire, entre guillemets, le ménage de sa propre cour, c'est ce qu'on lui intimait de faire, c'est lui qui s'est fait tuer. Tu as refusé de tuer ton frère, c'est toi qu'on va tuer. Et c'est documenté dans l'article du LA Times, là. C'est ce qu'ils appelle les long reads, donc on a plusieurs feuillets, si on veut, puis on lui avait demandé de tuer son frère qui était informateur. Il a dit non, je ne suis pas pour tuer mon frère. Fait qu'ils l'ont tué. Ça a l'air tiré d'un roman de Don Winslow, là, vraiment, c'est incroyable. Tout à fait. Alors, les gens qui nous écoutent, si jamais vous prenez l'avion et vous êtes assis à côté de Félix, sacrez zappé. Vous comprenez, là? Oh oui. Sacré zappé. Faites un petit sourire, vous le reconnaissez, puis après ça, parlez-y pas. Merci, Félix. Salut. Bye.